quel est le rôle que jouera le NMP pendant cette élection présidentielle d'octobre 2025? C'est une très belle question. Nous sommes déjà en train de jouer ce rôle. Le NMP ne va soutenir aucun candidat. Mais ne pas soutenir les candidats, vous ne pouvez pas dire que nous n'allons pas nous impliquer dans cette élection. Mais notre implication sera une implication géopolitique et géospirituelle. Je répète, notre implication sera une implication géopolitique et géospirituelle. Ça veut dire quoi? Écoutez, que des partis politiques, les acteurs politiques aient réduit le Cameroun et son horizon politique à des élections, c'est un choix. Le NMP n'a jamais réduit le Cameroun et son horizon à des élections. C'est le travail que nous faisons depuis 15 ans. Depuis 15 ans, le NMP est sur le front panafricaniste. Et pendant ces 15 ans, toutes ces formations politiques ne nous ont pas rejoints dans ce front panafricaniste parce qu'ils avaient leur agenda. Leur agenda, c'est la domesticité électorale. La politique pour eux, ce sont les élections, c'est le départ de Paul Biya. Ce ne sont pas les objectifs. Donc, depuis 15 ans, nous estimons que nous avons dépassé un certain agenda politique concentré absolument sur les élections. Nous estimons que on ne peut pas enfermer le Cameroun dans le cycle incessant des élections dont on connaît déjà les perspectives et les fins. C'est-à-dire que depuis 43 ans, les gens sont candidats à l'élection présidentielle. Ils attendent que le président Biya convoque le corps électoral. Il vient faire ce qu'on a vu là. Et Paul Biya est réélu. Tant ce n'est pas les présidentielles, ce sont législatives. Avec les mêmes résultats que nous connaissons. Depuis 43 ans, le rapport de force, il est là. Le président Biya ne bouge pas. Donc, nous avons laissé à ceux-là ce champ politique, de faire ce champ politique, que mentir les résultats. Ce n'est pas notre champ politique. Nous, depuis 15 ans, c'est le panafricanisme. Et l'horizon de ce panafricanisme là est clair. C'est la rupture avec le néocolonialisme, c'est la rupture avec la France, c'est le renouvellement de nos relations avec l'Occident. Avec l'Occident. C'est de cela qu'il s'agit. Et à ce niveau, cet agenda est très avancé. Il est très avancé. Donc aujourd'hui au Cameroun, nous estimons que les perspectives de cet agenda-là vont au-delà de l'élection présidentielle. Et nous avons mené des batailles politiques. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes en situation de jouer sur le terrain géospirituel strictement. Quand nous avons décidé de demander l'action exceptionnelle de vrai Dieu, les gens oublient que cette demande-là vient à la suite d'une intense activité politique et géopolitique qui s'est traduite par des événements que nous avons organisés, de grandes rencontres qui avaient même pour certains une dimension internationale. Les gens l'oublient. Les gens oublient que nous sommes allés tenir la deuxième partie du congrès, du 6e congrès panafricaniste à Yaoundé. Rappelez-vous du thème. À Yaoundé. Les gens ne savent pas que cette conférence a été interdite et que nous avons bataillé ferme pour que la dernière minute puisse avoir lieu. Ça parce qu'on ne parle pas. Le ministre Atangandji avait interdit cette conférence à Yaoundé. Quelqu'un peut me rappeler, s'il vous plaît, rappelez-moi le thème de la conférence. Rappelez-moi le thème. La deuxième partie du 6e congrès panafricaniste. Rappelez-moi le thème, je vous en prie. On en dirait, mais c'est l'homme n'est rien sans son bord. Donc, le ministre Atangandji avait interdit cette conférence. Rappelez-moi la date et le thème. Il avait interdit cette conférence. Nous avons bataillé ferme pour qu'elle puisse se tenir. Les gens ne le savent pas. Et le thème était clair. Nous avons posé sur la table à cette conférence, qui a eu un très grand écho, nous avons posé sur la table l'avenir, la question de l'endocolona. Et nous avons dit que nous venons les mettre hors d'état de nuire. Mesdames, messieurs, c'était dans la capitale du Cameroun. Nous sommes allés leur dire que nous sommes venus ici vous mettre hors d'état de nuire. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et le choix, notre option en tant qu'arme, notre force, c'est la parole. Depuis 15 ans, Bandakani fait la politique par la puissance de la parole. Israël est sa propre menace. Parce que la conception qu'il a de lui-même, de son origine, de sa fin, l'idée qu'Israël se fait de ses relations avec les autres nations,
fait que Israël ait sa propre menace. Qui menace Israël au Moyen-Orient? Personne ne menace Israël. C'est la création d'Israël qui est la menace fondamentale dans le Moyen-Orient et dans les relations internationales. Donc il ne faut pas qu'on inverse les choses. Israël, c'est une menace pour le monde entier. C'est une menace pour la paix mondiale. Voilà un pays qui ne respecte aucune résolution de l'ONU, qui foule au pied le droit international, qui tue les dirigeants étrangers comme bon lui semble, qui menace, assassine les gens dans le monde entier comme bon lui semble, au nom de sa prétendue élection. C'est quand même extraordinaire. Israël, on va dire les choses comme elles sont, hein. C'est un État nazi. Le nazisme, de manière fondamentale, c'est la conception de la supériorité d'un peuple sur les autres. Hitler, la supériorité de la race aryenne, sa pureté. Israël est bâti sur ce fondement-là. C'est ça l'idée du peuple élu. Hein. C'est un État colonial. Il pratique la colonisation jusqu'aujourd'hui sur les terres palestiniennes. Jusqu'aujourd'hui. C'est un État d'apartheid. Vous avez là, Netanyahou, un de ses projets, c'était d'inscrire dans la Constitution l'idée qu'on a fait à une nation juive. C'est-à-dire que c'est grave, quand vous faites ça, ça devient comme à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que vous aurez deux catégories de races là-bas. La racialisation d'Israël, telle que Netanyahou l'envisage, lui et ses alliés, va aboutir à l'extinction juridique et constitutionnelle des autres habitants de ce pays qui ne sont pas juifs. Ouais. C'est un État criminel et assassin, terroriste. C'est un État terroriste. Il sème la terreur. Tout ce que je dis là est documenté, démontré. Hein? Je parle devant un diplomate. Ce que je dis là est documenté et démontré. C'est pas, on parle pas en l'air. Tout à fait. Voilà, donc, il sème la terreur dans tout le Moyen-Orient à partir de l'idée qu'il s'est fait de ses frontières. Il n'a pas de frontière. Quelle est la frontière d'Israël? C'est la frontière qu'eux, ils se donnent. Le grand Israël. Ce qui suppose de découper la Syrie, de découper l'Égypte, de découper tous les pays de cette... la Jordanie. La Jordanie, là, c'est dans leur poche. C'est incroyable. On ne conçoit pas un pays qui a une telle idée de lui-même. Donc, il faut d'abord qu'on décrive à quel état on a affaire. Tout à fait. Il est au-dessus de l'ONU. Il est au-dessus du droit international. Il est au-dessus de tout le monde et il se conçoit et se pense comme tel. Netanyahou en est l'expression la plus caricaturale, mais même la gauche israélienne partage ce fond-là. Les méthodes sont peut-être différentes, mais ils partagent tout ce fond-là. Ça s'appelle le sionisme. Donc, la principale menace qui pèse sur le monde, c'est l'État d'Israël. On ne pas confondre avec les Juifs. Hein. Je parle de l'État d'Israël, pas confondre avec les Juifs. Il faut faire la confusion. Oui. Tout à l'heure, le docteur Gengem nous a posé la question d'où venait l'origine de sa puissance. Mais c'est un peuple très organisé. Et le sionisme est encore plus organisé. Puisque le sionisme, on n'a pas le temps d'en parler ici, c'est l'idée de prendre le peuple juif en otage pour le mettre au service d'un projet qui est ce qu'on voit, c'est le talmudisme. Oseh Belek n'est pas là, et il connaît très bien cette affaire. Et quand vous lisez les principes du Talmud, vous avez froid. C'est-à-dire, c'est effrayant ce qui est dit là-dedans. C'est effrayant. Netanyahou, c'est un talmudiste. Assumé, il ne cache même pas. C'est incroyable. Ils sont très organisés. Il ne faut pas réduire Israël à sa portion territoriale. En termes d'organisation, c'est l'organisation planétaire. En termes de puissance de lobby. En termes de puissance financière. Vous le retrouvez dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Le Mossad tue partout où il veut. Il tue. Il n'a pas... le champ territorial du Mossad, ça n'a pas de limite. Pour parler seulement du Mossad. Sa puissance vient du fait que ses fondateurs sont les grands financiers de cette terre. Et la maîtrise du secteur de la finance vient de très loin. Il faut remonter très très loin pour voir comment ils ont réussi à maîtriser et à avoir le contrôle sur tous les circuits financiers de la planète, mon cher Pépin. Mais si vous avez l'argent, vous contrôlez le monde entier. Tout à fait. Ils maîtrisent la finance. L'orgueil d'Israël, quelqu'un a demandé d'où vient son orgueil. Mais ça vient de son père. Il est le pasteur devant nous.
On nous dit que c'est le peuple de Dieu. C'est quel Dieu? On parle de quel Dieu? Tout à l'heure, le ministre Omboa, avec toute la diplomatie liée à sa fonction, il nous interpelle élégamment. C'est tout à fait. On parle de quel Dieu? C'est le peuple de l'île de Dieu. C'est quel Dieu? Vous croyez que si Dieu veut créer un État, il fait comme ça? Le vrai Dieu? Dieu a créé le monde en tuant qui? Mais prenons le principe biblique. Est-ce que pour créer le monde, Dieu a assassiné les gens partout? Pas du tout. Et c'est pour créer un petit État qui va tuer le monde entier? Mais il faut réfléchir simplement. Quand on a un peu d'utilité théologique, on ne parle pas n'importe quoi. C'est-à-dire par les titres théologiques. Israël, c'est un État diabolique. Il ne peut pas avoir le mot. Dieu ne peut pas se comporter comme ça, mais il faut raisonner. Dieu pour créer le monde a tué qui? On nous a dit, c'est pas la parole que Dieu a créé le monde, monsieur le pasteur. C'est pas la parole. Il dit la chose est. Mais pour créer un État. La chose est réaliste. Il dit d'après les principes bibliques. Tout à fait. Je ne me passe ce principe-là. Et d'ailleurs, c'est même pas faux, puisque d'autres principes cosmogoniques, etc., ne sont pas loin de ça. Donc, je vous dis, est-ce que Dieu, pour créer un État, a besoin de mettre le monde entier en danger, de tuer tout le monde? Il faut qu'on réfléchisse. Cette aliénation spirituelle et religieuse, le ministre l'a dit, est à l'origine du transfert puissant d'énergie que nous faisons inconsciemment à ce peuple-là, et ça nous entraîne à ce qu'on voit là. C'est un État diabolique. Son orgueil vient de son père. Satan, toujours du point de vue de la Bible, un des critères de Satan, c'est l'orgueil. C'est l'amour de l'argent, la cupidité. Mais tout ça, tout ça, on voit ça sur ce peuple-là. Il fait la guerre à tout le monde. Voilà un malade mental qui a la tête d'Israël. En moins d'un an, regardez le nombre de guerres qu'il a engagés. Regardez le nombre de guerres qu'il a engagés. Alors, nous parlons là. Mais on devrait avoir honte. Mais on parle de quel Dieu? Dieu, c'est un génocidaire. Gaza, c'est quoi? C'est un génocide. En plein début du XXIe siècle, on laisse un homme exterminer une population sous nos yeux. En disant que non, c'est le peuple élu. Dieu, c'est un génocidaire. On parle de quel Dieu? Ce monsieur, c'est un buveur de sang. C'est un assassin, Netanyahou. Dans un monde sérieux, on l'aurait arrêté, on l'aurait fusillé, pendu, exécuté. C'est pas un être humain. Très bien, président Badakari. Allez-y. Ce que je dis n'est pas contestable. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des faits que je mets sur la table. Mais je n'ai pas la froideur d'un diplomate, mais quand je parle de ces choses, mes cheveux se dressent, parce que c'est incompréhensible. Et on nous dit que c'est une démocratie. L'Occident protège ça. L'Occident est co-génocidaire à Gaza. Les dirigeants du monde entier se taisent. Les autorités morales se taisent. Les autorités religieuses se taisent. On est dans quel monde? Tout ça devient un petit pays dirigé par un fou, un malade mental, un criminel. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et Israël, c'est une hérésie universelle qui doit nous faire réfléchir. Pour savoir qui nous sommes exactement. Si on peut avoir peur d'un faux Dieu qu'on nous présente, parce qu'on n'aura pas accès aux circuits financiers qu'ils maîtrisent, les gadgets technologiques, mais les gadgets technologiques qu'ils vous présentent tous les jours. Vous n'aurez pas accès à ça. Tous ces dirigeants qui ont peur de la mort vont se cacher derrière Israël. Voilà leur dôme de fer qui est devenu un dôme d'argile. S'ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, ils vont protéger qui? Il faut mettre cet État au banc de la communauté internationale, la communauté mondiale, le normaliser. C'est un État anormal. Il faut le normaliser par tous les moyens nécessaires. Et l'Iran a commencé à faire le travail. On doit le mettre en lieu sûr. Il faut le normaliser. Il faut le mettre en lieu sûr. Sinon, tout ce que nous racontons sur le droit international, il faut arrêter ça. Ça veut dire que l'humanité, c'est une sauvagerie, c'est une jungle, il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Dites-moi pourquoi. Expliquez-moi l'exception d'Israël. Expliquez-moi ça. Ça a quel fondement? Sur le plan de la théologie, ça n'existe pas. Sur le plan eschatologique, c'est faux. Sur le plan religieux, c'est faux. Sur le plan politique, il n'y a rien qui justifie ça. Comment on peut expliquer au monde entier qu'il y a le monde à part, il y a des criminels à part qui tuent, violent, égorgent, boivent du sang? Et nous, on doit applaudir, on doit regarder. Il faut normaliser Israël, sinon le monde n'a pas de sens. Très bien, président Badakari, voilà. Merci beaucoup. Nous sommes sur le chantage du nordisme politique. Dimension géoethnique. Tout à fait. Nous parlons de la géoethnie. Beloba Magari, Tiroma et consorts ne sont pas les victimes de Biya. Ils sont victimes de quoi? Qu'ils ne savaient pas que le président est vieux. Le président était jeune en 2018, il était jeune. Alors, ils ne sont pas victimes. Ce sont des choix politiques conséquents. Depuis 2011 même. Ce sont des choix politiques conséquents. Un monsieur comme Tiroma a supplié, pleuré pour que le président le nomme. Étant vieux.
Il était déjà vieux. Je dis qu'il a supplié, pleuré. Nous savons que dans la situation du ministre, je ne dirais pas plus par respect pour son honneur. Et c'est bien pour nous. Oui, je ne dirais pas plus pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Ouais. Parce que la bagarre, la guerre va commencer. Hein. On est en guerre. Ouais. On est en guerre. Donc, il a supplié pour que le président le reprenne. Pas parce qu'il avait un projet. Il voulait seulement sortir de la situation dans laquelle il était. Pareil pour le président Bello. Le président Bello nous avait dit dans les années 90, Bertrand, tu étais en France. Je crois que c'était à l'hôtel A4. Et moi, je ne fais pas la politique dans la rue. Je dis, les Congolais sont témoins. J'étais là. Je vous dis que très jeune, j'ai commencé à fréquenter ce milieu très jeune. Je les connais. Bello Bala, c'est un grand notable, c'est un prince. C'est comme ça qu'il conçoit sa vie. Je ne veux pas dire plus que ça. Si D'accord était vivant, il parlera en termes de féodalité, de féodaux. Là, on est dans l'anthropologie de cette région-là, où il y a un affrontement entre des peuples qui n'acceptent pas ce qu'eux ils appellent la domination féodale. C'est-à-dire une certaine anthropologie politique de cette région-là. Donc, Bello, Tiroma, comme tout le reste des ministres du président Biya, ne sont pas victimes du président Biya. Dans ce pays, on peut démissionner. Dans ce pays, on refuse les postes, on ne vous tue pas. Nana Sinkam est vivant. Il y a plein de trucs, on a nommé l'autre là au chantier Nava. Il a refusé. Il vient, il est là. Et on dit, il n'est pas mort. On refuse des postes dans ce pays. Donc, ils ne sont pas victimes. Les arguments qu'on met en avant, le président est invisible, on ne le voit pas. Ce ne sont pas des arguments politiques. Le président Biya a un mandat de 7 ans, ça finit. Dès que, en octobre 2025, le mandat se termine. Un légaliste et quelqu'un de conscient pour son pays considère que le Cameroun a pour président le président Biya. Venir convoquer sa vieillesse, on ne le voit pas, consiste à affaiblir notre pays. Et c'est un discours qui masque la dangerosité des projets de ceux soi-disant opposants, qui sont des agents, qui sont des agents de la France, qui sont des agents de l'Occident. Le grand débat aujourd'hui au Cameroun, ce n'est pas l'âge du président Biya. Je pense que nous sommes des Africains, on se respecte. Oui. L'une des valeurs cardinales de notre civilisation, ce n'est pas s'amuser avec quelqu'un qui a l'âge du président Biya. C'est un patriarche. Quand j'ai commencé à parler de ça, les champions de l'alternance nous insultaient. Aujourd'hui, ils ont récupéré le mot et ils le balancent dans les meetings internationaux. Maintenant, nous, c'est bien. Pourquoi? Bello Bala est jeune. Le ministre Bello Bala est jeune. Non. Le ministre Tiroma est jeune. Non. Le ministre d'État, Bello Bala, il est jeune. Non. Est-ce que Tiroma est jeune? Non. Monsieur Kamto est jeune? Non. Mais il faut qu'on soit sérieux. Si on veut réfléchir comme ça. Vous ne pouvez pas avoir été dirigé par un homme pendant 43 ans. Vous vous réveillez à la 43e année, à minuit moins 3 minutes, pour constater qu'il est vieux, il ne marche plus. Mais il faut, attendez, il faut qu'on se respecte un peu. C'est une honte. Nous devons négocier sa sortie en sauvegardant les acquis de notre pays et en s'assurant que le départ du président Biya bascule sur la rupture avec l'ordre colonial. Tout à fait, président, tout à fait. C'est dans ce sens que votre question sur la géoethnie prend toute sa dimension et sa grandeur et on est au cœur des enjeux. Vous voulez reconnaître l'endo-colonial au Cameroun. Si vous voulez reconnaître les gens qui travaillent pour la France et pour l'Occident, c'est la géoethnie. Dans leur démarche. Ça veut dire quoi? Le Cameroun pour eux n'existe pas en dehors d'être une addition de régions. Addition de régions coiffées par quelques suprémacismes géoethniques. Le Grand Nord. Ça veut dire quoi le Grand Nord au Cameroun? Ça veut dire quoi? Le Grand Nord c'est quoi au Cameroun? C'est quoi ça? Le Grand Ouest. Le Grand Sud. Voilà comment ils pensent le Cameroun. Grand Nord. Oui, Grand Ouest. Grand Ouest c'est la... Attendez, il faut être précis. Hein? Oui. Quand on dit Grand Ouest, c'est la bourgeoisie néocoloniale. Féodale. Alliée à la France. Oui. Dans le cadre de la grande famille UNC et DPC. Et la grande bourgeoisie néocoloniale camerounaise. Il y a la fraction Grand Ouest.
Ça n'a rien à voir avec les populations de cette région. Elles s'en fichent éperdument. Tout à fait, président. Elles s'en fichent. Parce que les conditions économiques, les conditions socio-économiques, avec son corollaire d'inculture politique et géopolitique, a enfermé les populations de nos différentes régions du pays dans un communautarisme de facto. J'allais même dire comme le jeu. Ce communautarisme dilue la conscience nationale, la renvoie à l'arrière-plan, au profit des élites qui s'en servent comme masse de manœuvre pour négocier les positions au sommet de l'État et consolider les alliances avec la France. Dans le cadre des loges, des sectes, là-bas il n'y a pas de région. Parce que dans les loges, il n'y a pas de région pour Sebelec. Dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas de région, il n'y a pas de tribu. Mais quand ils sortent de la loge, ils viennent faire leur politique, on nous redessine les bantoustans régionaux. Donc, le Grand Ouest, c'est l'élite, quelques élites là qu'on a choisi et coopté. Le Grand Nord, ce sont quelques élites qu'on a choisi et coopté. Le Grand Sud, c'est quelques élites qu'on a coopté. Mais ces gens-là ne se sont jamais souciés des populations. Parce que dans la néocolonie, la population, ce sont des indigènes qui travaillent en tant que masse corvéable. C'est-à-dire, il n'y a aucun rapport entre le travail qu'on fait et le salaire de ce travail. Donc, c'est la néocolonie, c'est la loi fondamentale de la néocolonie, puisque la néocolonie, on a enrichi les métropoles. Donc, ces élites-là, ne remettant pas en cause le consensus néocolonial, ne peuvent donc pas objectivement travailler pour les populations. C'est impossible. Donc, de fait, de facto comme de jure sur le plan politique, elles sont des élites antipopulaires. Elles ne peuvent pas représenter les populations, d'où l'enfermement dans les additions régionales. Le Cameroun n'est pas une addition de région, mon cher Bachir. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est une nation avec toutes ses fils. Là où il n'y a pas de hiérarchie ethnique, les logiques de grandes ethnies contre les petites ethnies relèvent du fascisme néocolonial. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là et de voir. Donc, l'élite du Nord considère que la perspective de la succession, les échappant d'après leurs analyses secrètes, il est temps de faire de la surenchère régionaliste pour reprendre le pouvoir dans le cadre d'une distribution de rôles parrainée par la France. Il y a l'antécédent historique, ne vous amusez pas. Ce n'est pas la première fois qu'il y a les guerres dans la grande famille néocoloniale. Tout à l'heure, Bertrand l'a dit, la grande famille. C'est-à-dire qu'il y a une grande maison, il y a les chambres, il y a le salon. On se retrouve au salon à table, on mange tous ensemble. Mais chacun regarde comment ma chambre est meublée, etc. Tout à l'heure, il a très bien expliqué ça. Est-ce que j'ai du frigo dans ma chambre? Est-ce que mon tapis est suffisamment à la hauteur de mes aspirations, de mes choix, etc. Donc, ils ont des querelles. Ils ont des querelles de famille. Ils se querellent. La bourgeoisie du Nord estime que dans les conditions actuelles, leur arrivée d'asséner le coup fatal à la bourgeoisie du Grand Sud, j'ai vous dit centre, sud, est, de leur retourner le poignard, de reprendre l'affaire dans la logique de la vieille bataille qui les oppose sous le parrainage de la France. Le premier épisode a eu lieu, il y a eu 2 ou 3 épisodes. Le premier épisode a eu lieu en 1958 sur André-Marie Mbida. Je voudrais vous rappeler qui fut le premier ministre de ce pays. Le premier ministre. On n'était pas encore indépendant. Qui a renversé André-Marie Mbida? Parce qu'il y avait une divergence entre André-Marie Mbida. Certes, il n'était pas épéciste, mais il y avait une divergence sur l'indépendance. André-Marie Mbida était un homme fier. Il n'acceptait pas. Il était très fier. Il n'acceptait pas. Ils estimaient que l'UPC est indépendance radicale, mais ils étaient aussi épécistes au niveau où, dans l'administration, les André-Marie Mbida estimaient que nous, on a fréquenté autant que les fonctionnaires blancs. Et que dans l'administration, il faut cesser avec les discriminations, avec les privilèges racistes, entre autres. Il était quelqu'un de fier à ce niveau-là. Et il a commencé à menacer les intérêts de la France. Comment la France l'a renversé? La démission des députés du Nord, dirigés par un certain Aïdjo. Attendez, bien sûr. Il avait battu au jour des élections. Au jour, il a été le chef du colonat dans ce pays. André-Marie Mbida l'a battu. C'était le mentor à tous. Hein.
Aujourd'hui, il a été le mentor de tous ces gens-là agissant pour le compte du colonat français. Il les a battus, merci. Il a battu André-Marie Mbida. Il a battu au jour-là. C'était une honte terrible, vous pouvez imaginer. Il a battu. Il était encore plus fier, auréolé de cette victoire. Et il a battu avec un discours précis à l'époque Bertrand. Il a repris en son compte le discours précis. Il a battu au jour-là. Donc, il devient Premier ministre. Il est ce qu'il est, fier de lui. N'acceptait pas n'importe quoi de la part de la France. On a utilisé des députés du Nord. Ils ont démissionné. Le président est arrivé au pouvoir. Conditions sont arrivées au pouvoir. Signature des accords secrets de coopération avant l'indépendance officielle. Non, mais il faut que les gens comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est-à-dire que André-Marie Mbida, c'est-à-dire Ahidjo a renversé André-Marie Mbida, mais pour devenir Premier ministre, mais avant ça, il fallait qu'il signe les accords secrets de coopération. Donc, la négation de toute indépendance du Cameroun. Bello Seki, c'est pas un fils d'Ahidjo. Thilo Maseki. Une bonne partie de l'île du Nord, je ne dis pas les populations du Nord, attention, je distingue. L'île du Nord, ce sont des Ahidjoïstes. Ils ont bâti toute leur carrière politique sur la négation de l'indépendance du Cameroun. Tout à fait. Faut être clair. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui en 2025 avec la même situation, elle est quasi similaire. C'est-à-dire que le président Biya, vous pouvez lui reprocher tout, mais la France en veut mortellement, c'est papa. La France lui en veut mortellement. Il ne se cache plus. La France lui en veut mortellement. Ben, je voulais vous renvoyer aux gens. Quand Macron est venu ici au Cameroun, la dernière fois où il est venu en visite, forcé, il venait chercher quoi? L'adoubement du président pour déconnecter l'Afrique de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Pour ne parler que de ça, il y avait autre dossier. Mais le président doit lignette. Et c'est France 24, pour une fois, le faire la publicité ici, qui mettait à la une du journal échec de la visite de Macron au Cameroun. Il y a les archives. Je parle seulement de ça. La France en veut mortellement au président Biya. Parce qu'ils considèrent que si le président Biya avait été loyal à eux, le panafricanisme se serait arrêté très longtemps. Très longtemps. Mais il a eu toutes les pressions du monde, il n'a pas cédé. Donc on est à un niveau aujourd'hui, la France, donc profitant de l'âge avancé du président, remplace la réflexion politique au Cameroun par l'âge du président, par sa vieillesse. Les vrais débats sont occultés. Tout ce qu'on nous sert, il est vieux, il ne voit plus. Son pantalon tombe. C'est sa femme qui dirige le pays. Il n'a assisté à aucun conseil ministériel. Il n'y a pas le conseil des ministres, etc. Oui, Charlie, tu veux m'aider? Vas-y. Vas-y. J'ai ce problème depuis pratiquement quelques mois sur ma page, Oui. avec des extrémistes, Je rappelle que politique, Oui. que je ne vais pas citer le nom ici, Oui. qui en réalité, derrière cet anti-biaïsme primaire, je dis bien primaire, sont en train de vouloir faire le jeu, non seulement de l'endo-colonial Subachi, mais également le jeu de la France en Afrique. Pourquoi? Parce que derrière le mot qu'ils ont adopté, qu'ils appellent le changement, ils veulent ramener la réalité du Cameroun à la seule personne d'un individu. Or, ils oublient qu'en réalité, il y a tout un système derrière ce qui est en train de se passer. Et quand vous revenez à ce que nous vivons actuellement au Cameroun, où j'ai dit, et d'ailleurs j'ai rédigé une chronique où j'ai interpellé les services de renseignement pour une fois, à faire très attention, parce que ce qui se prépare pour ce pays n'est pas du tout bon. Au vu de ce que moi, en qualité d'observateur, je regarde la situation dans laquelle mon pays se trouve. Parce que nos ennemis ne se cachent plus. Ils assument ouvertement être nos ennemis. Et ils sont au Cameroun. Il y a de cela 3 ans, j'ai eu à avertir sur ce qui se passait à l'ambassade de France. Monsieur Bachir, permettez que je passe sur lui. On parle là de l'avenir. Allez-y, allez-y. Sur ce qui se passe à l'ambassade de France. Alors nous sommes, le Cameroun est en train de préparer un sommet hautement stratégique qui risque de définir l'avenir même de l'Afrique. Alors je vous parle. Le sommet de la fusion se marque, se lasse. Monsieur Bachir, on ne le dit pas assez. Mais derrière ce projet, le Nigeria regarde. Le Ghana regarde. Écoutez, je vous parle là de confidence aussi. Le Nigeria regarde la tournure de ce qui va se passer avec ce sommet. Le Ghana est en train d'observer. Je vous assure que l'aboutissement de ce projet risque de redéfinir les contours géopolitiques en Afrique et peut-être participer au projet des États-Unis d'Afrique qui sont en train d'être portés par l'AES. Mais comment se fait-il que c'est au cœur justement d'un projet comme celui-ci
que des gens viennent nous ramener le discours selon lequel le président vieux doit partir. Est-ce que le débat aujourd'hui, tel que je vois à travers les émissions de télé qu'on nous présente au Cameroun, compte tenu du discours, compte tenu des enjeux auxquels le pays est confronté, est-ce que le débat devrait tourner autour de ce que nous voyons là, la démocratie, l'argent du président? On nous parlait des routes. Je dis souvent à nos intellectuels qui viennent sur le plateau, Bachir, même en grand-mère au village, même nos mamans au village savent que les routes sont mauvaises. On n'est pas intellectuel, on vient sur un plateau dire ce que le commun des mortels peut dire. J'ai été vraiment très honoré par ce que le président vient de dire. Je suis très content de ça. Parce et ce que vous avez apporté est très important. Ça me permet, pourquoi pas. Merci Charlie. Aux gens qui pensent que il faut faire cela. Aujourd'hui, le débat est bien plus important que ça. Nous devons évaluer les acquis qui ont été faits et voir dans quelle mesure il faut les parachever. Et quiconque aspire à gouverner le Cameroun doit reconnaître ces acquis en acceptant justement le processus de parachèvement. Et apporter un peu du sien. Merci Charlie. Merci Charlie. En tout cas, très important. Président Madakani, je rappelle que c'est vous allez apporter tout ce que vous voulez. Ça ne me gêne pas, c'est aussi ça. C'est juste un élément. Ça ne me gêne pas. Vous allez apporter tout ce que vous voulez. Je vous rassure. C'est ça le festin panafricain. On n'est pas obligé de traiter tous les sujets. On va traiter ce qui est essentiel. Et c'est ça que vont retenir nos téléspectateurs. Je vous donnerai la parole. Président Madakani, de ce que Charlie a dit, m'a été inspiré une question. Comment est-ce que cet endocolonat, justement, envisage-t-il sa survie dans cette géoethnie que l'endocolonat lui-même a créée? Je prends quelques-unes. Est-ce qu'on peut regarder ça, Carlos? Par exemple, la une de la Nouvelle Expression. Cette semaine, je vois présidentielle 2025, l'appel de Kamto au Grand Nord. Très bien. Après, il y a une autre une, c'est l'info à chaud. Allons-y. Tractation dans l'optique de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre prochain, Chiroma en communication avec le MRC. Est-ce que l'endocolonat essaye de créer un bloc pour faire face justement à ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire ce qu'ils ont contribué à créer, le monsieur Biya qu'ils sont en train de refuter aujourd'hui, mais aussi à la dynamique panafricaniste qui est en train de monter et qui est en train de montrer la voie? L'homme que devant vous, ça fait plus de 3 mois que j'ai parlé, c'est quand les résultats sont sortis, mais quand tu le sais juste que ça. J'ai annoncé, quand M. Kamto a fait le à Paris, j'ai dit que sa préparation de l'axe nord-ouest, je l'ai dit il y a très longtemps. Je l'ai dit que le meeting de Paris, entre autres, c'est ça qu'on prépare. Maintenant, vous avez la révélation à travers les journaux parisiens, néocoloniaux, que cette tractation dure depuis plus d'1 an. Nous n'allons pas nous suicider parce qu'on est avant-gardiste. Hein. On ne va pas se suicider. On va continuer à faire ce travail-là. Nous l'avons dit. Vous avez tout compris. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que Bachir, ça s'appelle une contradiction. Une contradiction, c'est une chose qui a en même temps son contraire et qui s'affronte. Et cet affrontement-là, s'il n'est pas pris en charge par une réflexion puissante, ces contradictions dégénèrent et sont ingérables. Pour dire quoi, je vous rejoins. C'est-à-dire que M. Kamto, M. Chiroma, M. Beloba Megari et les autres sont les enfants de qui? Vous avez bon, c'est pas vous qui posez, c'est vous qui posez la question. Voilà. Ce sont les enfants de Paul Biya, le président Biya. C'est-à-dire qu'il les a tous fabriqués. Beloba, c'est le président, le ministre Beloba, ministre d'État. Je respecte ses fonctions, je respecte même l'individu pour service rendu au pays. Entre guillemets. Quand j'ai fini de dire ça, les cadeaux sont finis. Le président Bello, si le président Biya était quelqu'un de revanchard, il a toutes les cartes sur Bello. Y compris des cartes que vous n'imaginez même pas. Parce que les deux ont travaillé sur Aïdjo. Et nous connaissons l'histoire de ce pays. Quand des Tintins se mettent sur le plateau et appellent Ernest Wandier bandit, en convoquant, je dis bien des Tintins misérables, appellent Wandier bandit, en disant que les maquisards ont tué les gens. Mais ils veulent révéler les blessures de ce pays. Le président Aïdjo avec les Français, de 60 à 70, 75, ont tué comme les Camerounais. Comme les Camerounais ont tué. Non, ça se compte maintenant. C'est en dizaines de milliers. C'est en dizaines de milliers. Comment que les gens réveillent des choses qui vont parler, devant lesquelles ils ne peuvent pas tenir. Donc, on gère tout ça. On a géré tout ça. Les Chiroma là, le ministre Chiroma, on les connaît. On les connaît. Donc, le président Biya a géré ça. Quand vous parlez de contradiction entre l'endocolonat,
Alors, quand on fait des additions, on réduit un pays à des additions féodales et régionalistes. On dit le grand nom. Oui. Quand on dit le grand nom, on ne parle pas de population. Hein. Oui. Attendez, Oui. on parle d'un territoire. On parle d'un territoire. C'est-à-dire que, c'est le découpage administratif. Oui. La territoriale rappelle quoi? Le colonial. Oui. Le colonial, c'est-à-dire que quand le colon arrivait dans un pays, il gérait le territoire parce que les populations étaient du bétail. C'était de la corvée, de la main-d'œuvre gratuite. Donc, quand on dit le grand nom c'est quoi au Cameroun à l'heure actuelle? C'est le seul nom, c'est le nom, c'est la demande à mélanger, parce que le grand nom, c'était valable sous le président Aïdjo, avec le terrible gouverneur Ousmane Mey, dont un des fils déclare la guerre, dit que par tous les moyens, le président Biagua partit par tous les moyens. Donc, M. Ousmane Mey, le père, était le fameux gouverneur de cette région du Grand Nord. Le Grand Nord a été créé par la France pour donner un fief à M. Aïdjo qui soit opposable au Grand Sud hyper scolarisé, entre guillemets, par rapport à un Nord islamisé. C'est ça que l'axe Nord-Sud. Cet équilibre-là est l'équilibre par lequel la France a tenu le Cameroun pendant longtemps et par lequel elle espère reprendre le pays en déséquilibrant cet axe-là maintenant à la faveur du Nord et de l'Ouest. Une fois de plus, je dis, c'est du territoire. Oui. On ne parle pas de population, on ne parle pas de développement économique au sens noble du mot, etc. Il n'est pas question de sortir de l'enclos néocolonial. Mais Bachir, il n'y a pas meilleure façon de nier l'existence d'un pays, de passer par perte au profit tous les combats historiques qui ont été menés pour notre libération, pour ces Belek. C'est inacceptable, c'est un crime contre le Cameroun. C'est un crime contre le Cameroun, mon cher Bachir. Comme les années 60, 58-60, la France n'avait pas prévu la contradiction qui allait jaillir entre André-Marie Mbida et Ojula. Oui. J'espère que je parle aux gens qui sont venus pour comprendre ce qu'on dit ici. Je dis, dans l'année 58-60, la France n'avait pas prévu la contradiction qui allait jaillir entre Ojula et André-Marie Mbida. Dans son propre camp, en fait. Mais on se comprend, Oui. je vous réponds. Oui. Je vous réponds profondément. Oui. C'est-à-dire, c'est la France, à travers Ojula, qui a fabriqué André-Marie Mbida, Oui. qui a créé l'ancêtre de tous les partis néocoloniaux au Cameroun, le bloc démocratique camerounais, l'ancêtre de tous ces partis-là, UNDP, tout ça, c'est leur ancêtre là-bas. Avec pour dénominateur commun, la haine de l'indépendance, le refus de l'indépendance et l'acceptation de la soumission à Paris, pourvu qu'il y ait des élites qui coiffent des petits chefs que la France érige comme ça au-dessus des populations dans toutes les régions et qui seront coiffés par le grand chef, le gouverneur colonial. Aujourd'hui, Bachir, le même scénario se reproduit. Ah oui, oui, oui. Le président Biya se retrouve dans la posture d'André-Marie Mbida. C'est ça, la posture. C'est-à-dire que, objectivement, il est en porte-à-faux, non seulement avec ce qu'on prétend être ce que l'on a mis au pouvoir, ce qui est faux, les archives existent. Ce n'est pas la France qui a mis le président Biya au pouvoir. Oui. Faites le débat, je viens ici avec tous les archives. Je veux démontrer ça. Là, les gens racontent n'importe quoi. Mais, ok, comme il a été formé par les Français, disons comme ça, il est né dans ce système-là, il y a grandi, mais on est à un niveau où, objectivement, il y a un divorce objectif entre lui et, parlons comme ça, les tuteurs du système. Oui. S'il y a divorce au sommet, ça a des conséquences sur les fractions de l'endocolonial. Bachir, il y a un repositionnement. C'est ça Kanto. C'est ça Cabral Libye. C'est même ça l'UDC. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. C'est ça l'UNDP. Pour ça, Belek. Tous ces partis-là, c'est cela qu'il s'agit. Bachir, la question est celle-ci et je vous réponds. Ouais. Toutes les conditions sont réunies pour que ce qui s'est passé avec André-Marie Mbida se répète. Cette fois-ci, au détriment de la France et ses agents locaux. Très bien. Parce que la contradiction entre les fractions de la bourgeoisie néocoloniale est devenue ingérable. Ingérable. Ils sont en guerre. Il y a des intérêts qui ne convergent plus. Je dis que ça ne converge plus. Oui. Puisque le président est vieux. Oui. Le président est vieux. Là où on sent que c'est une entourloupe, c'est quoi? Si vous constatez qu'un président est défaillant, il n'est pas capable de diriger. Ce que j'attends de tirer Maïa de Bello, c'est d'engager les démarches constitutionnelles et juridiques pour constater ça. C'est-à-dire si vraiment c'est ça qu'il s'agit, s'ils sont courageux, mais pas de venir faire des discours politiciens
qui ne sont basés sur rien. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous avez été totalement avec le président. Avec le président. Les agissements de, parlons comme ça, non, je veux que j'en l'affaire Bachir. Les agissements de Mme Chantal Biya, puisqu'on parle de chantalisme, si ces agissements sont tant si peu dangereux, ça a commencé aujourd'hui. Mais nous avons eu à gérer ça dans le cadre du dossier Cameroun-Tchad. Vous vous rappelez, Bertrand? Mais est-ce que nous on a hésité? Nous avons mis sur la table le plan tel qu'il fallait le mettre. Ça a eu des conséquences. Le président qui était mort est sorti de sa morgue, de son cercueil, quand on disait qu'il était mort. Il n'a pas tranché. Il a sauvegardé les relations entre la France, le Cameroun et le Tchad. Nous attendons que si il est vrai que notre président n'est plus en situation de gouverner, qu'on nous sorte toutes les preuves et que ceux qui le disent engagent une démarche. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on observe, Bachir? Oui. Nous sortons par là, président. On fait le Congo ça. Je voudrais faire réagir quelques personnes. On fait le Congo ça. Ça devient le discours de campagne. On ne parle pas. Le vrai débat politique est évacué. Et on nous met devant un choix. Le président est vieux. Tu vas dire quoi alors? Tu dis quoi? Le président, il n'est pas vieux, il ne marche pas. C'est un fait. Bachir, il n'y a pas d'argument politique là. C'est un projet politique ça. C'est un discours de campagne ça. C'est le débat au Cameroun aujourd'hui. C'est inacceptable. Je vais chuter en répétant ce que je dis tous les jours, Bachir. On va voir. Moi, je ne viens pas sur le plateau faire le discours politique. Je ne suis pas un moraliste. Je ne suis pas un prédicateur. Je viens émettre des décrets. Bachir. On va voir. Nous allons voir comment le nordisme va réussir. Nous allons voir comment la France va réussir. Nous allons voir comment ils vont réussir à leur projet. Je vous l'ai dit et je le répète. Ça ne se passera pas comme les gens ont prévu. Les panafricanistes là, vous ne serez pas écartés. Je vous le dis, vous ne serez pas écartés. Ça se fera avec nous. Je le dis à Mondo Vision. Ça ne dépend pas d'eux. Hot News. L'État du Cameroun signe ce jour un accord sur le rachat de l'ensemble des actions détenues par le groupe Société Générale dans sa filiale Société Générale Cameroun. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, au nom du droit de préemption de l'État du Cameroun et sur très haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, a saisi l'opportunité du retrait du groupe dans certains pays, dont le Cameroun, pour augmenter les parts de l'État à 83,68%, initialement détenteur de 25,6% de parts. Président Bandakani, est-ce que cette action sur le rachat des parts dans la banque Société Générale peut être considérée comme un grand coup du président de la République, par ailleurs candidat à l'élection 2025 en vue de la présidentielle? Oui, factuellement, c'est un bon coup. C'est un bon coup pour le Cameroun. Hein. C'est un processus qui a démarré longtemps avant les élections présidentielles et qui était au cœur d'une grande bataille des actionnaires parce qu'il est évident que les Français n'entendaient pas céder comme ça les parts parce que c'est une banque qui avait un portefeuille assez diversifié qui était un instrument important dans la stratégie financière française. Donc perdre ses actions au profit de l'État camerounais n'était pas évident. Bon, l'État camerounais a ferraillé et finalement a rendu réel le droit de préemption qui était son privilège en tant qu'actionnaire minoritaire dans la répartition des parts dans cette société. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Arrangé dans le processus de reprise en main parlons comme ça, des secteurs stratégiques de notre pays, après le cycle des privatisations sauvages qui ont consisté à brader les bijoux de famille du Cameroun au profit des entreprises étrangères à un franc symbolique. Donc, avec le port autonome de Douala, que l'État a repris totalement, c'est la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, en plus des NEO qui est tombé dans l'escarcelle de l'État,
plus la Société Générale, là on a franchi le cap symbolique pour entrer dans une dynamique profonde que certains ont appelé renationalisation, mais que moi j'appelle consolidation du portefeuille de l'État, en attendant que les perspectives soient bien précises pour qu'on sache qu'on a affaire à un mouvement de fond puissant et sérieux. Mais la dynamique a dépassé le cap de la symbolique pour être une dynamique sérieuse à encourager. Donc c'est une bonne chose, ce point de vue-là. Deuxièmement, il est important pour l'État, alors que des perspectives de rupture, de renouvellement dans le système financier de la sous-région deviennent inévitables. C'est toujours une très bonne chose de voir que l'État récupère un levier stratégique important. La Société Générale, c'est un levier stratégique important. Tout à l'heure, je vous ai dit ça au regard de son portefeuille. C'est un levier important. Ça permet à l'État d'être influent dans le marché financier de la sous-région, d'avoir un levier stratégique sur le secteur bancaire dans le pays, d'avoir un outil qui permet d'assurer la maîtrise, n'est-ce pas, de l'action de l'État dans le secteur bancaire. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Président Mandakani, est-ce que derrière cette décision de l'État à racheter se cache entre autres un enjeu d'émancipation en vue de se positionner dans le marché financier international? Oui, oui, c'est un levier important. Je vous ai dit que les perspectives monétaires et financières de la sous-région indiquent que des mouvements de fonds sont inévitables. C'était un des enjeux de la fusion CEMAC-CEAC. Le sommet qui devait entériner cette fusion a été reporté sine die, mais les défis restent. Il n'y a pas de fusion CAE-CEAC, CEMAC-CEAC, sans poser la question de la monnaie, en CFA. Donc, de ce point de vue, disposer d'un levier important dans la sphère financière sous-régionale est une bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est un levier important. Et de ce niveau, le Cameroun continue, vous avez raison, de s'affirmer financièrement parlant dans le sous-secteur bancaire. Parce que historiquement, les banques dominaient au Cameroun étaient des banques étrangères. Il y a longtemps qu'on demande à ce que nous ayons la maîtrise de notre système, de notre tissu bancaire. C'est impossible si toutes les banques commerciales, si toutes les banques les plus importantes sont des banques étrangères ou des succursales des banques étrangères. Donc, ce mouvement-là doit s'approfondir. Il faut consolider cette dynamique de manière à ce que l'État devienne de plus en plus influent et dominant dans le secteur bancaire. C'est un levier important pour financer l'économie, pour bâtir des stratégies et faire émerger un secteur des petites et moyennes entreprises. Pour ça, il faut maîtriser le secteur bancaire qui ne finance pas l'économie, qui pourtant est en liquidité. Donc, une fois de plus, vraiment, c'est une très bonne chose, c'est une bonne nouvelle, c'est un levier majeur. Mais bon, ça ne suffit pas. Il faut que les perspectives financières de l'État soient bien précisées, qu'un cap soit clairement défini, avec tout ce que cela comporte, n'est-ce pas, dans la dynamique financière et monétaire de l'État. Président Mandakani, alors que nous sortons dans ce sujet, qu'est-ce que vous avez à ajouter? C'est une bonne chose. Je salue ça. Je salue cet achat des actions majoritaires de la Société Générale par l'État du Cameroun. Je salue ça. Maintenant, le portefeuille public de l'État, il y a des problèmes sérieux, il faut assainir ça. On a un problème avec les directeurs généraux qui sont ad vitam aeternam en violation de la loi. Il faut que le secteur public soit profondément assaini. Il faut qu'on lui dessine de nouvelles perspectives et qu'on y introduise de la rigueur à tous les niveaux. Sinon, tous ces acquis-là risquent de ne pas produire la promesse de l'œuf là. Voilà. Merci, Président Mandakani. Merci de nous avoir accordé ce moment. À nous revoir pour une prochaine édition de Hot News. Quelqu'un refuse à ses cadres d'aller aux élections législatives municipales. On verra plus tard pourquoi il dit ça. Donc maintenant, alors qu'il n'y a aucun problème,
Alors que c'est lui qui a décidé qu'il faut boycotter les élections présidentielles. Les élections municipales et législatives de 2020. C'est lui. Et il a fait, et puis que non. Il fallait éviter, il a expliqué n'importe quoi pour justifier ça. Donc c'était mauvais d'y aller. Mais lui, ça dit que lui, il vient choisir un parti qui n'a pas deux élus, hein, qui a un élu. Alors qu'entre-temps, il a fait transférer chez lui, moi je crois au moins 4 élus. 5 élus. Il nous a dit que maintenant le MLC a 5 élus. C'est très bien. Bon, maintenant, lui, il va chercher un parti qui a participé aux législatives qui l'a boycotté. Avec toute l'enfance qu'on est en train de voir, il va le chercher, pour devenir candidat à une élection présidentielle qui ne lui a pas demandé autant d'efforts en 2018, avec la même loi. Monsieur le Président. Non, je comprends le silence qu'il y a dans la salle. Hein. Moi, je comprends le silence qu'il y a dans la salle. Je voulais parler d'éthique et de morale. Nous sommes dans une émission. Je n'ai pas envie de parler de maladie. Je n'ai pas envie de parler de perturbation mentale de haut niveau. Non. Nous n'arriverons pas à ce niveau, monsieur. Non, je dis que je n'ai pas encore envie de parler. Parce que quand on fait un diagnostic, on doit le décrire. Un diagnostic, c'est à partir d'analyse qu'on fait. Et on dit que ce n'est pas la conséquence de l'analyse qu'on est en train de faire. On verra si à la fin, quel diagnostic tirera à la fin. Je vous dis que, quelqu'un, c'est la même loi qui a permis à M. Kamto, d'après leur discours, de devenir le chef de l'opposition. 2018, c'est la même loi. Il a eu l'élection parce qu'il avait quelques conseillers, c'est pas ça? Il avait des conseillers et des maires. Et un député. Et que les mêmes conditions existaient à l'époque quand il est parti à l'élection. Les mêmes conditions. C'est la même loi. Monsieur Kamto a boycotté l'élection. Il a dit qu'il n'y a pas d'élection. On va infiltrer le MRC pour préserver le MRC. Que vraiment, c'est la plus grande décision qu'il ait prise. Il est un génie de haut niveau. Il a même sacrifié. Il fallait... On n'a pas fait un parti pour aller aux élections. Pour préserver le parti, il fallait sacrifier même la carrière de tous ceux qui avaient des ambitions politiques. Parce qu'ils se sont dit que bon, ils étaient dans un parti où on magnifie les élections. Mais M. Kamto maintenant, quand il s'agit de sa candidature à l'élection présidentielle, il franchit sans état d'âme allègrement les océans mélangés. C'est-à-dire qu'il franchit ça pour aller chercher l'investiture d'un parti qui est en capacité d'investir parce qu'il a participé aux élections que lui, il a boycotté. Monsieur le Président, parlant de ce parti, d'ailleurs, on va relancer une petite question. Gardez votre question. Je vous en prie. Parce que je risque de perdre mes vues. Alors, on nous a expliqué que le boycott du double scrutin de 2020 était nécessaire pour éviter les infiltrations du MRC par les stratégies du régime diabolique de Yaoundé, qui veut certainement déstabiliser le parti, certainement en retournant soit les élus, soit en infiltrant les élus. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, je vous demande alors, M. Nguesse, Mme Diba, Mme Yepmou, entre ce qu'on voulait éviter en boycottant l'élection, la situation actuelle, où le MLC a été délaissé, abandonné par stratégie pour un parti longtemps présenté comme un parti collabo, longtemps présenté et récemment encore présenté comme étant un parti collabo et son leader un traître à la solde du régime Biya. Qu'est-ce qui est plus grave? On s'est préservé les infiltrations dans le parti pour aller s'allier à un infiltré supposé. Et il était un collabo encore il y a quelques jours. Parce qu'on lui a attribué le fait d'avoir exclu l'agrégé des agrégés du groupe de Douala. C'est vous qui l'avez cité. L'Iran parle à tout le monde aussi. Au-delà des
de la nature politique du régime qui est sujet à toutes sortes d'incompréhensions qui est le prétexte saisi par les ennemis et les impérialistes pour dénigrer le régime des mollahs, en caricature, etc. On voit un grand pays. Un pays qui a pris conscience de sa vulnérabilité régionale et a décidé de mettre sur pied un système éducatif de formation de sa jeunesse qui lui permet aujourd'hui d'être en première ligne de la fabrication des drones, des missiles, etc. Et de pouvoir se défendre face à l'OTAN, représenté par l'État d'Israël. Sans pratiquement le soutien de personnes. Donc ça nous parle. Mais ça parle sérieusement à l'Afrique, où la plupart des personnes ont le comportement des grands enfants, où on ne se comporte pas d'une manière qui montre qu'on sait ce qu'on veut. Donc l'Iran nous parle. Elle a raison de parler de... la base de tout ça, c'est une révolution du système éducatif. Il faut débarrasser l'Afrique du système colonial d'enseignement à tous les niveaux de l'enseignement chez nous. Elle a raison. Il faut commencer ça en Afrique. L'ES est sur la bonne voie. L'ES est sur la bonne voie. Et je peux vous dire que ça fait tache d'huile dans le pays. D'ailleurs, même les pays africains n'ont pas le choix. Hein. Où on fait la révolution scolaire, la révolution de l'éducation, on va périr parce qu'aucun pays ne va supporter les conséquences de la dépendance, de l'extraversion économique. Ça va nous coûter très cher. Les États le savent, on n'a pas le choix. Hein, pour l'instant, ils parlent de professionnalisation des enseignements, mais c'est plus que ça. Il ne s'agit pas de faire cette histoire-là. Il s'agit d'une véritable révolution scolaire qui permet de fabriquer des ingénieurs en vrac capables de... Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Tout à fait. De fabriquer les objets et les choses nécessaires à la reproduction de la vie quotidienne. Et son corollaire qui est la protection du pays, la défense et la protection du pays. Vous trouvez normal que quelqu'un lui-même dise que je suis disqualifié à postuler aux futures élections présidentielles sur la base de la décision si que j'ai prise. Lui-même il le dit. Et cette personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est un éminent, c'est le professeur Maurice Kamto. Je sais plus, son nom suffit. Je ne me souviens pas qu'il ait dit ça. Ah oui. Je me souviens la bonne foi n'est pas la chose la plus partagée par Philippe. Non. Il a dit comme ça de manière péremptoire, non. Il a dit qu'il sait que ça le mettait en difficulté, ça pourrait les mettre en difficulté. Il n'a jamais dit de manière aussi péremptoire qu'il ne peut pas être candidat du fait de la non-participation à une quelconque élection. Okay. Je vous défie de me montrer... Précisez votre pensée. Reprécisez votre pensée. Je n'ai pas à préciser, j'espère que le monde entier l'écoute. Oui, et ça... Non, je suis ces choses-là. Le monde entier vous écoute, Philippe Nanga. C'est vous qui... Vous avez dit que c'est vous qui avez convoqué des arguments extra-juridiques. Hein. Donc le monde entier, vous avez le courage de nier ce que quelqu'un a dit. Et j'utilise ses propres mots. Il tirait la conséquence de la décision qu'il a prise lui-même concernant le boycott du précédent double scrutin législatif et municipal. Le monde entier vous regarde. Faites attention. J'ai suivi cette conférence de presse. Faites très attention. Donc, il a dit ce que j'ai dit. Il n'a pas dit autre chose. Poursuivez. Il a dit clairement ça. Il a dit clairement ça. Donc, quelqu'un lui-même le dit. C'est-à-dire, il dit que je suis disqualifié parce que je prends cette décision. À partir de ce moment-là, il y a tout un ensemble d'événements, de prises de position du concerné, d'ajustements qui, sur le plan éthique et moral, n'est-ce pas, justifient ce qui est arrivé. Je dis bien sur le plan éthique et moral, justifie ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on ne peut pas victimiser le président Maurice Kamto. On ne peut pas le victimiser. C'est-à-dire il est impossible de le victimiser du point de vue de l'éthique, du point de vue de la morale politique. On ne peut pas le victimiser.
puisque je vous ai dit, je ne me place pas sur le terrain juridique. Je vous l'ai dit au départ de mon intervention. Ils feront recours, on tranchera. Mais on ne peut pas le victimiser, parce que toute sa démarche, depuis au moins 5-6 ans, c'est-à-dire, il a milité. C'est-à-dire, je dis bien, il a milité pour qu'on arrive là où on est arrivé. Le vrai débat désormais sur la question, c'est de savoir pourquoi il a fait ça. Pour le vrai débat sur la question de le candidat Maurice Kamto. Le moment viendra. Pour le moment. Pour l'instant. Je vous vois venir. Non, je veux chuter. Parce que moi, je dis bien, à partir du moment, je l'ai bien précisé, hein, puisqu'ils ont convoqué des arguments non juridiques pour défendre les décisions qui ont été prises par des instances dédiées, j'ai dit, moi, je ne suis pas apte à commenter et apprécier les décisions des instances. Donc je reste sur le terrain politique. Je reste sur le terrain politique et c'est corollaire d'éthique et de morale. Je dis ceci, Bouba. À partir du moment où on peut être plus réaliste que le roi lui-même, où quelqu'un lui-même milite, travaille pour sa disqualification politique, le vrai débat est de savoir pourquoi il fait ça. Ce n'est pas la décision qui est prise aujourd'hui. Pourquoi quelqu'un peut travailler lui-même à sa propre disqualification? De ce point de vue, Rimnanga, ne soyez pas plus réaliste que le roi. Parce que mon excellent ami Ezeki Kaye, comme vous, les questions de justice, je partage ça totalement. Que la justice élève une nation. La droiture élève une nation. La justice, c'est un pilier de la paix dans un pays. Mais ce n'est pas unilatéral. Ça s'impose à tout le monde exigeant de justice. C'est mon regard. Vous ne pouvez pas bousiller la carrière des cadres de votre parti. Et vous, c'est-à-dire vous venez, c'est-à-dire quand c'est vous qui êtes maintenant en situation, c'est-à-dire vous avalez totalement, c'est-à-dire vous avalez ce qui a justifié vos décisions pour briser la carrière, n'est-ce pas, de vos cadres. Et vous dites, moi je vais y aller, y compris en étant prêt à tout pour le faire. Pour le faire. Donc, c'est une question de mon point de vue moral, éthique, dans son rapport à la politique, à savoir pourquoi le professeur Maurice Kamto a fait tout ce qu'il a fait pour qu'on en arrive là. Ok, d'accord, on vous a compris. De l'autre côté, Dieudonné Yebga, selon vous, qui est habilité à être candidat pour l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis qu'un président de parti. Pourquoi voulez-vous m'amener à prendre la place des institutions dédiées pour répondre à ce type de questions? Aller au MINAT, aller à ELECAM et après aller siéger au Conseil constitutionnel pour avoir... eux, ils sont habilités à gérer ce type de situation. J'ai gardé d'excellents souvenirs de mon passage comme président du Malidem. Le docteur Toké qui est là, c'est un camarade pour qui j'ai beaucoup de respect. Moi, je ne me mixe pas dans les affaires intérieures de mon ancien parti. Donc, ils font ce qu'ils veulent, en toute liberté. Voilà. Vous n'avez pas de commentaire en tant qu'homme politique, non, quand même. Vous avez un avis sur l'actualité politique, président. Le commentaire, il est simple. Un parti politique fait ce qu'il veut, conformément à la loi. S'il y a entorse à la loi, les institutions dédiées vont s'en occuper. Clairement. Il ne me revient pas de commenter les choix et les options du Malidem, qui est un parti responsable, qui assume ses actes et qui sait de quoi s'en tenir quant à l'analyse des intérêts de ce parti. Voilà. Mais ce qu'on peut constater, c'est que bon, il y a beaucoup on dit ça. La journée de demain est très attendue, très attendue. Mais il faut simplement rappeler une évidence qui me semble devait être partagée par tous les acteurs politiques, à savoir, si vous considérez qu'une institution peut recevoir, conformément à la loi, vos dossiers de candidature, ça veut dire que par le rythme des formes faisant, vous reconnaissez que vous devez vous plier à sa décision. C'est tout ce qu'on peut dire. En dehors de ça, vraiment, il n'y a pas de commentaire à faire. Merci, Président Bandakani. Vous avez un professeur de la stature de Maurice Kamto, puisque ce qu'on me dit tous les jours, c'est que c'est le plus grand juriste que le monde ait connu, c'est le pape du droit, qui nous dit, qui fait une conférence de presse, personne ne l'oblige à le faire, il dit,
comme moi-même je boycotte l'élection là, je suis moi-même conscient que la conséquence est que je ne pourrais pas être candidat en 2025, pour ne parler que de la présidentielle. Je pense que si vous dites que la politique autorise tout et que c'était de la stratégie, je pense que bon, on perd le temps ici, ça ne va pas la peine de s'attarder là-dessus. Moi, je peux parler d'autre chose. J'ai tellement pris ce cas-là. Oui. Il y a un problème moral, il y a un problème éthique qui est clair. Maintenant, les dessous juridiques de son investiture par le Maridem, ça ne me regarde pas. Il y a des instances dédiées qui vont s'en occuper. Je maintiens cette position. Maintenant, tout à l'heure, dans le débat de fond qui a opposé Dr Fauchivé au Dr Etoquin, je partage fondamentalement ce que dit Dr Etoquin. C'est-à-dire que, de manière fondamentale, en sociologie politique, il y a les classes sociales. Il y a les classes sociales. Machiavel a fait ce travail. Karl Marx est celui qui a apporté cette analyse au niveau le plus élevé. Analyse de classe. Mais ce n'est pas la seule analyse qui est valable en politique. Il y a d'autres analyses. Il faut qu'on tienne compte de ça. Ça, c'est un. De deux, je suis d'accord avec lui que les classes dominantes peuvent faire les lois à leur avantage. Dans ce cas, Maurice Kamto a participé énormément à l'architecture légale de notre pays quand il était au gouvernement. Énormément. Donc je voulais seulement l'appeler ça. Que de ce point de vue, M. Kamto est un architecte de lois qu'il y a dans notre pays. Donc si ces lois-là ne sont pas des bonnes lois, je pense qu'on peut tirer les conséquences par rapport à ça. Donc je crois qu'on est dans un contexte politique où il faut faire extrêmement attention. Il y a la liste fondamentale. Nous disons tous les jours que le Cameroun c'est un État néocolonial. C'est ma thèse fondamentale en politique. Je le dis, je le démontre, j'ai même varié par rapport à ça. C'est un État néocolonial qui est dans un contexte précis. Donc, il y a la base fondamentale de l'analyse, il y a le contexte et ses contraintes. Vous dites, docteur ? Et ses nuances, etc., qui s'imposent. C'est pour ça que même les révolutionnaires, souvent, quand ils ne peuvent pas agir en tant que révolutionnaires, ils font avec le système qui est en place, en attendant que les conditions soient favorables. De ce point de vue, je suis d'accord avec le docteur Etoquin. Mais il y a un problème qui se pose là. C'est que les lois dominantes là, pour ça, Kamto est un architecte majeur. Pendant 7 ans, il a contribué à écrire ces lois-là. Ces lois-là étaient bonnes. Pendant qu'il les écrivait, beaucoup de Camerounais souffraient de ces lois. Moi, je me rappelle en 2008, quand on tirait sur les Camerounais, quand le pouvoir d'État exerçait la répression pour maintenir l'ordre, ça n'a pas dérangé. M. Kamto, il était au gouvernement, il trouvait que c'était normal. On peut citer ces cas-là. Donc, ça demande, nous devons prendre beaucoup de hauteur quant à la période que notre pays traverse. Il faut prendre beaucoup de hauteur et évaluer si ça vaut la peine de tout casser, de mettre en cause les acquis, ou bien il faut les conserver et faire preuve d'intelligence politique et de sagesse pour s'assurer que, n'est-ce pas, on conserve très bien nos acquis tout en travaillant sereinement pour le changement. Merci. C'est dans cette perspective-là que nous, on se situe au niveau du NMP. Ouais. Il y a une conjoncture médiatique organisée qui, depuis des années, travaille, avant qu'il ne soit investi par le Maridem, travaille à imposer M. Kamto comme étant la figure décisive de l'opposition. C'est une démarche dictatoriale. Elle est dictatoriale. C'est un fait. C'est un fait, chacun voit. Ça va même jusqu'au niveau international. Quand vous voyez la couverture internationale française qui est faite sur M. Kamto, ben, écoutez, ça se passe de commentaires. Nous connaissons, n'est-ce pas, si on prend le cas des médias français, les médias français qui sont connus sont des outils diplomatiques de l'État français. Ce ne sont pas des médias, ce sont des outils diplomatiques de l'État français. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, quand dans un contexte politique, des médias, on voit une conjoncture médiatique qui est organisée dans le sens de donner quasiment un monopole, un quasi-monopole à un candidat, et le normal docteur, qu'on parle de lui. C'est de cela qu'il s'agit pour le cas de M. Kamto. Voilà. D'ailleurs, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le camarade Anissé, le président Anissé de Maridem, a subi ça. C'est parce qu'aujourd'hui, le Maridem, prenant de la hauteur, a investi le président M. Kamto, a subi ça. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai dû prendre la défense du président Anissé. J'ai pris la défense contre justement la machine, n'est-ce pas, qui est mise en place par cette galaxie, qui, justement, n'est-ce pas, ne laisse pas le choix. Dès que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, vous subissez de la terreur médiatique.
on s'en prend à votre réputation, on attaque votre vie privée, on attaque votre... C'est d'une violence inouïe qu'on ne bastonne pas les Camerounais, les artistes, prenez le cas des artistes. Ouais. Ils sont bastonnés pour la simple raison qu'ils sont allés vendre leurs services, non, vendre, prester pour gagner leur vie dans le camp adverse. Quand des artistes, par contre, prestent dans les meetings, n'est-ce pas, de M. Kamto, ils sont élevés au rang de héros. Ce sont des faits qu'on ne peut pas laisser comme ça, passer comme ça, même si aujourd'hui il y a des contraintes d'assumer une investiture qu'on a donnée au président Kamto. Le port autonome de Douala, on est en train de voir émerger un vrai pôle de développement. Vrai pôle de développement. J'avais, dans une réunion dans le cadre de notre organisation, je partageais avec les camarades, je leur disais que si vous avez le port de Douala qui fonctionne dans la plénitude de ses moyens, si vous avez l'IRAD, vous avez deux leviers qui peuvent transformer le Cameroun. À l'époque, il faut voir, dans les années passées, lors de 30 glorieuses, il faut voir l'impact du port de Douala dans la vie des Camerounais. Pas seulement à Douala, dans toute la sous-région, l'impact du port. Donc, on est dans un pôle de développement où non seulement le port se développe, à travers les aménagements Missole 1 et à Bonabéry, Hervé l'a dit, mais le développement du port est articulé au décollage agro-industriel du pays, pour ne parler que de ça. Si on cite tous les secteurs que vous avez évoqués. Ça s'inscrit dans un vaste schéma même, interne au port. Modernisation du port dans une période 2020-2050. Pour réaliser les objectifs que le président a dessinés pour le port il y a quelques années, à savoir faire du port de Douala la référence en la matière dans tout le golfe de Guinée. La référence. Donc, l'impact en matière d'emploi est évident. On va dire c'est des milliers d'emplois, directs et indirects, près de 20 000. 500 000 au total avec les indirects. Les indirects, c'est une ville qui va respirer. Ça fait des mois, des années qu'on a des problèmes avec l'entrée est de la ville. Et là, on a une contribution déterminante pour désengorger cette entrée. Avec le transfert d'activité des camionneurs vers la façade fluviale de la Dibamba. Donc, vous savez, le port de Douala, ça me tient particulièrement à cœur parce que nous ne voyons pas seulement ça en termes de développement d'un secteur, mais c'est aussi la souveraineté du pays qui est en jeu. Et c'est la capacité des acteurs locaux, des compétences endogènes, à projeter le Cameroun dans les cibles du développement dans le monde. Oui. Quand on voit que ce port, il y a quelques années, était dans les mains de M. Bolloré, qui se contentait d'exploiter, je ne veux pas énerver avec, qui se contentait d'exploiter, quand il ne tuait pas les Camerounais, il se contentait d'exploiter. Mais là, désormais, on n'exploite pas seulement le port, on développe le pays. Parce qu'un port sert à ça. Un port sert à développer un pays. Là, on est dans une dynamique de développement du pays que ça ne s'arrête pas. Tout ce qu'on fait que ça ne s'arrête pas, c'est pour ça que tout le soutien que nous apportons au top management, parce que pour moi, c'est une affaire personnelle, parce que quand nous avons commencé le combat de la libération du port de Douala, on était seuls. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On était seuls. Presque ça. On était seuls, et j'ai vu pour la première fois arriver au port de Douala un management qui comprenait, Dr. Gérard Serisgor, qui comprenait la dimension panafricaniste, n'est-ce pas, des enjeux portuaires. Et on est heureux de voir que pour une fois, n'est-ce pas, la stratégie nationale de développement qui sert de boussole 2030, sert de boussole à l'action gouvernementale, on voit comment il est possible d'articuler ça concrètement dans un secteur et déboucher sur des résultats clairs, mesurables par tous. C'est ça qu'il faut saluer. Le régime Ouattara, c'est l'abjection suprême.
M. Ouattara et son arrivée au pouvoir coïncident avec la mise en place d'un plan de recolonisation du continent africain. Là, il a expliqué, parce qu'il faut le dire, parce que tous les faux Ivoiriens que M. Ouattara finance, il faut attaquer les panafricanistes, et en particulier votre serviteur Badakani, en disant que moins de choses. Tu ne vois pas le vieillard qui est chez toi et confort, des choses comme ça, pour trouver le débat. Le président Biya ne peut pas être comparé à M. Ouattara. Sauf si on est de mauvaise foi, on ne peut pas comparer le président Biya à M. Ouattara. Ce que Ouattara a fait, aucun président n'a fait ça dans l'histoire de l'Afrique depuis 50 ans, 60 ans. Aucun. On conçoit qu'il y a des anciens résidus de la colonisation, les dinosaures que les colons ont installés, on comprend ça. Que les Mbongo, tous ces gens-là, même les Sassou là, on conçoit tous ces gens-là qui soient là. On comprend. Ils sont les héritiers, les symboles d'une époque où nous n'avons aucun moyen de nous défendre. Parlons comme ça. Et quand on le faisait, on perdait les batailles. Ils ont même perdu la guerre. Mais on ne conçoit pas qu'en 2010, quelqu'un qu'on a présenté comme le plus grand économiste du ciel et de la terre arrive et il a pour marque de la bête la recolonisation du continent africain. On ne peut pas accepter ça. Et on a vu depuis son arrivée au pouvoir, tout ce qui s'est passé au Sahel. C'est la conséquence de quoi? Si on a fait en Côte d'Ivoire, on a dit on peut le faire non pas partout, puisqu'il était l'original de tout un projet de démultiplication. Prototype de ce type de régime qu'on voulait installer partout. Vous n'avez qu'à voir que dès que nous avons lancé le mouvement panafricaniste, il a été le plus en ligne pour stopper ce mouvement. Vous l'attaquez, M. le Président, vous l'attaquez. Non, on n'attaque pas. On n'attaque pas un colon. On chasse un colon. Ne pas attaquer le colon, c'est ce qu'il y a de pire sur terre. S'il y a un colon quelque part chez vous, vous ne l'attaquez pas, vous n'êtes pas des hommes. On lutte contre le colon, on le chasse pour décoloniser. C'est la tradition africaine que nos aînés nous ont laissée. C'est l'héritage que nos prédécesseurs nous ont laissé. Vous voulez qu'on laisse M. Ouattara, qu'on applaudisse M. Ouattara? Parce qu'on a peur des futurs influenceurs qui vont financer pour nous attaquer. Non, on ne peut pas laisser faire. Et nous sommes fiers d'avoir été la voix de l'Afrique, la voix digne de l'Afrique, pour dire non à l'entreprise que M. Ouattara incarnait. C'est-à-dire les prédateurs internationaux dans leur projet de recolonisation du continent africain. Là, ils n'ont pas caché. Les généraux français l'ont dit dans le Sahel, ouvertement. Et ils continuent à le dire. Ils nous envoient des messages dans nos plateformes qu'on va recoloniser l'Afrique. Non, ce n'est pas d'un jeu, M. Nguesson. Si nos prédécesseurs ont lutté contre ça, nous, on doit continuer le combat. C'est la moindre dignité qu'on a à faire. M. Ouattara est la négation de la dignité africaine. Et il en est la négation absolue, ce monsieur-là. Il est ce qu'il y a de plus mauvais en Afrique. Donc, il symbolise ça sur le plan humain. Donc, tout ce qu'on va faire pour le blanchir, sa pratique quotidienne démontre que ce n'est pas un Africain. C'est un sous-blanc. En transit en Afrique, il va rentrer chez lui, puisqu'il ne fait pas une semaine, ça aller en France. Il habite en France et il gouverne la Côte d'Ivoire. C'est fonction, M. le Président. Je dis qu'il habite en France. Je dis qu'il habite ici. Il réside en France et de temps en temps, il vient gouverner en Côte d'Ivoire. Puis il y a les Camerounais qui disent non, il fait le conseil des ministres. C'est quoi le conseil des ministres dans une colonie? Voilà les arguments qu'on met devant nous. Et ça impressionne les gens qu'il fait le conseil des ministres. Mais c'est quoi le conseil des ministres en colonie? C'est quoi? C'est quoi? Compter les plantations du maître, s'assurer que ça rapporte autant d'argent qu'il veut, s'assurer que les esclaves sont bien fouettés, sont à l'heure au travail. C'est ça la gouvernance en Afrique. Au terme n'est pas en faire. Je vous dis qu'au terme n'est pas en faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette affaire est symptomatique de cette situation où M. Ouattara s'oppose à tout ce qui peut libérer l'Afrique. Et comme les États de l'AES sont dans cette dynamique, il est en guerre contre eux pour le compte du voyou de l'Élysée. C'est ça le problème. L'affaire d'Alino Faso n'est qu'un symptôme de cette affaire. Ce n'est pas une affaire isolée. Bon, sinon, quelqu'un qui réside en Côte d'Ivoire depuis 2022, il a même un restaurant là-bas. Bon, il est dangereux, pourquoi? Donc, c'est en 2025 qu'on a vu qu'il était en intelligence avec des agents étrangers et qui mettaient en péril les intérêts militaires de la Côte d'Ivoire. Vous croyez à ça? Donc, quel est l'intérêt d'un gars qui sait qu'il est dangereux pour la Côte d'Ivoire, d'ici installer, d'y avoir un restaurant? Mais sauf s'il est malade, ça ne tient pas. En 2024, il est allé au Burkina défendre son pays dans le cadre des volontaires. C'est à partir de là
On a dit que bon, ok, on t'a repéré. Il n'y a rien qui peut expliquer ce crime. Mais M. Ouattara... L'enquête sur son cours. Mais M. Ouattara, c'est un tueur. Il n'a pas encore établi. Quelle enquête? L'enquête sur le décès de M. Alino Faso. Donc il s'est suicidé. Vous croyez aux choses comme ça? Non, pour l'instant, l'enquête sur son cours, on ne sait pas si c'est le cas. Puisque dans les évidences actuelles, les faits tels qu'ils sont présentés, donne une possibilité de suicide de M. le Président. Pour l'instant, l'enquête n'a pas encore débuté son verdict. Il a suicidé où? C'est lui le détenu, M. le Président. Vous êtes sérieux, quoi? Le communiqué de l'État burkinabé, c'est pas de commentaire. Lisez le commentaire, le communiqué de l'État burkinabé. On ne se suicide pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on vous suicide. C'est-à-dire, on vous assassine et on dit que vous vous avez suicidé. Ouais. Les cas Bakayoko, les cas Bédié, vous les concitez? M. Ouattara, c'est un tueur. Comme le colon tuait, pour se maintenir, M. Ouattara tue. Dans la continuité du colonial, il tue. Donc moi, je pense que nous sommes de tout cœur avec le régime du Burkina Faso pour exiger que la lumière soit faite à cette affaire et que si il n'y a pas de lumière, que le Burkina dit, sa mort ne restera pas impunie. Nous avons, le Burkina a tout notre soutien total. Soutien total. Mais, je l'ai déjà dit, que les États de l'AES n'auront pas de sommeil tant que M. Ouattara est au pouvoir. Je l'ai déjà dit depuis très longtemps. Tant que M. Ouattara est au pouvoir, et tant que, même s'il n'est pas là, il place quelqu'un, comme son fils, photocopier qu'il veut placer, etc. Tant que ce sera comme ça, l'AES ne sera pas au pouvoir. Donc la question de la Côte d'Ivoire, sous le régime Ouattara, ou sous le contrôle de la France et des prédateurs internationaux, c'est une affaire de suivi pour l'AES. Vous comprenez ça? Très bien. Donc l'histoire de Alino Faso vient simplement conforter cette situation. C'est clair. Je dis ça, je ne dis pas plus que ça. Les choses sont claires, je l'ai dit depuis très longtemps. Donc, une cohabitation n'est pas possible entre les deux entités, entre l'AES et M. Ouattara. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que M. Ouattara ne conçoit pas que l'AES existe à ses frontières. Et il ne conçoit pas ça. Il considère l'AES comme la plus grande menace qui pèse sur son régime. S'il faut appeler ça un régime. Et en cela, c'est tenu par la France OTAN. La France OTAN. Et comme ils savent lever les enchères, Donald Trump vient déjà au Mali. Parce qu'il met le feu chez toi ici, il vient de te proposer les services de sapeurs-pompiers. On ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait bientôt régler la question de M. Ouattara. C'est la mission historique des pays de l'AES. Maintenant, à eux de voir comment est-ce qu'ils abordent ça, comment est-ce qu'ils gèrent ça. Donc, il ne suffit pas de faire la lumière sur la mort d'Alino Faso, même s'il est important de faire la lumière, parce que c'est grave, c'est un Burkinabé qui a perdu la vie dans des conditions extraordinaires. Mais c'est le symbole de la situation dans tout le Sahel et en Afrique, où il y a un régime qui ouvertement travaille en plein jour contre l'Afrique, s'en prévaut, s'en vante, et estime que c'est de la performance que de travailler contre l'Afrique. M. Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Ce n'est pas un ivoirien. C'est quoi cet homme qui a honte de son pays d'origine? On peut avoir honte de son pays qu'on a été caché, mais on ne peut pas aller venger la honte là en allant arracher un pays voisin et en y installant un régime le plus horrible de l'histoire de l'Afrique. Le régime de la honte, du déshonneur et de la trahison. M. Ouattara, c'est la plus grande catastrophe qui a frappé le continent africain. Et quand on s'en débarrassera, on va danser dans ce continent. Président Banakani, cette affaire peut-elle dégrader davantage les relations déjà tendues entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Il ne peut pas avoir de relations saines entre les deux pays, c'est impossible. Il ne faut pas rêver. C'est deux régimes antinomiques. Vous avez encore sur vous Sankara 2, et vous avez de l'autre côté, il dit qu'il est au fouettiste. Il est même pire qu'au fouet. On peut comparer Ouattara au fouet. C'est le jour et la nuit. Je vous dis, ça dit quelque chose qu'on ne sait pas où ça sort, le continent africain. C'est-à-dire quelqu'un qui incarne le déshonneur africain au niveau le plus élevé. C'est deux régimes qui ne peuvent pas s'entendre. Et je répète encore ça. C'est au pays de l'AES de gérer ça. Hein. Nos positions sont claires sur cette affaire.